Je te quitte pour mon patron. Il a réussi, lui. Je m'appelle Guillaume Dubois. À 45 ans, j'ai passé 15 ans à bâtir une carrière de conseiller financier chez Veltri Dynamics, à Paris. Je me suis spécialisé dans les portefeuilles de clients, fortunés, un travail discret et méthodique que la plupart des gens, y compris ma femme Mélissa, trouvaient ennuyeux. L'appel est arrivé un mardi soir, en mars. Mélissa était censée assister à un séminaire de vente pharmaceutique à Miami. J'étais dans la cuisine, en train d'examiner des documents de clients lorsque mon téléphone s'est allumé avec son nom. L'histoire que vous allez écouter parle d'amour et de vengeance. Si vous aimez ce genre d'histoire, merci de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Cela nous aide énormément. Merci. La lueur bleutée de l'écran a fendu la pénombre de la cuisine. Dehors, la fine pluie de mars frappait les fenêtres avec ce rythme monotone qui m'avait toujours apaisé. Mais pas ce soir-là. Ma main a hésité une fraction de seconde au-dessus de l'appareil. Il y avait quelque chose dans l'heure de cet appel, 22h40, qui ne correspondait pas à son habitude de m'appeler pendant les pauses déjeuner de ses séminaires. « Je dois te dire quelque chose, » dit-elle, d'une voix étrangement calme. « Je ne rentrerai pas à la maison. J'ai lâché mon stylo. » Il a roulé sur la table en bois massif, celle que nous avions choisie ensemble chez un antiquaire du Marais, et est tombé sur le sol avec un bruit sourd qui a résonné dans la cuisine silencieuse. « Que se passe-t-il » ? J'ai rencontré quelqu'un, ça dure depuis un moment. Sa voix avait ce ton répété qu'elle utilisait avec les clients difficiles, chaque mot mesuré et contrôlé, comme si elle lisait un script mental préparé des jours à l'avance. « C'est Richard, mon patron. » Le nom flotta dans l'air entre nous. Richard Lefebvre. Je le connaissais vaguement des fêtes d'entreprise, un homme d'une quarantaine d'années au sourire facile et aux poignées de main trop fermes. Toujours vêtu, de costumes italiens coûteux et parlant de ses relations à Miami comme de trophées personnels. Je n'ai rien dit. J'ai simplement écouté sa respiration au téléphone. Derrière elle, je pouvais distinguer les sons étouffés d'une musique d'ambiance et de conversations lointaines. Elle n'était pas dans sa chambre d'hôtel. Elle était dans un lieu public, peut-être un bar avec le courage liquide coulant encore dans ses veines. Il me comprend. Il voit mon potentiel. Elle a fait une pause, puis a enfoncé le couteau. J'ai déjà vidé notre compte d'investissement commun. Mon avocat a dit que c'était la meilleure chose à faire. Le compte commun que nous avions construit pendant 12 ans de mariage, celui qu'elle vérifiait rarement, mais dont elle appréciait les avantages. Mes mains ont commencé à devenir moites. Pas de panique, mais de quelque chose de plus froid. Une prise de conscience. Comme lorsqu'on voit enfin le schéma complet sur un tableur qu'on analyse depuis des mois. Je comprends, ai-je dit doucement. C'est tout ? Tu comprends ? Sa voix a flanché un peu, la première émotion authentique de la conversation. Il y avait de la surprise, peut-être même de la déception face à ma réaction calme. Elle s'attendait à des cris, des supplications, peut-être des promesses désespérées de changement. Prends soin de toi, Mélissa. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé mon téléphone, écran vers le bas sur le comptoir. Le marbre froid sous mes doigts manquerait dans la réalité. Un instant, seul le bourdonnement du réfrigérateur a rempli le silence. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre portail financier. L'écran a chargé avec cette lenteur frustrante propre aux connexions bancaires sécurisées. Chaque seconde semblait s'étirer, tandis que les chiffres apparaissaient progressivement. Elle avait initié un virement. Exact. 40 000 € de ce qu'elle pensait être notre principal fonds d'investissement. Le montant précis m'a indiqué qu'elle avait consulté quelqu'un, probablement l'avocat qu'elle a mentionné, quelqu'un qui avait calculé exactement 50% des actifs visibles. Ce qui est apparu sur mon écran a confirmé ce que je savais déjà. Le virement était en attente d'approbation. Mon approbation, un petit détail technique qu'elle avait complètement ignoré dans sa hâte de sécuriser l'argent avant de m'annoncer la nouvelle. Une erreur de débutante pour quelqu'un qui se vantait de sa ruse en affaires. J'ai refermé l'ordinateur portable sans rien faire. La décision pouvait attendre. Pour la première fois depuis des heures, ma respiration était parfaitement régulière. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, observant les lumières de la ville trembler à travers la pluie sur la vitre. Paris ne dort jamais, il y avait toujours du mouvement, toujours du changement. Mais les chiffres, les chiffres étaient constants, fiables d'une manière que les gens ne l'étaient jamais. 6 mois plus tôt, j'avais remarqué les premiers signes. Des séminaires de week-end qui n'apparaissaient pas sur le calendrier de son entreprise quand je consultais nonchalamment le site de PharmaVentura.
Des notes de restaurant dans le centre de Paris les soirs où elle était censée être en déplacement. De petites incohérences sur les relevés de cartes de crédit que j'examinais chaque mois dans le cadre de notre routine financière. Un appel manqué de Richard à 23 heures qu'elle avait eu du mal à expliquer, prétextant une crise avec un client important, ce qui sonnait faux même pour elle. Être un homme de chiffres a ses avantages. On remarque des schémas là où d'autres ne voient que des coïncidences. On apprend à lire entre les lignes des données. Chaque note de frais en double, chaque horaire incohérent, chaque explication qui ne tenait pas la route devenait un point de données dans une équation plus vaste que je construisais silencieusement. Il y a 3 mois, j'ai restructuré nos comptes, créant un nouveau compte commun avec un solde modeste d'environ 45 000 €, tout en déplaçant discrètement nos véritables actifs, plus de 150 000 €, vers un fonds d'investissement exclusivement à mon nom. Les papiers étaient dans le tiroir de mon bureau, signés par Mélissa sans qu'elle n'en lise jamais les détails. Je me souviens du jour où je lui ai présenté les documents, pendant le petit déjeuner un samedi. Elle consultait ses messages sur son téléphone, sirotant son cappuccino sans lever les yeux. « J'ai juste besoin que tu signes ici, chérie. Je réorganise nos placements pour une meilleure optimisation fiscale. » Elle a à peine jeté un coup d'œil, signant de son écriture hâtive tout en tapant une réponse à quelqu'un de l'autre main. Probablement à lui. Elle était trop occupée à envoyer des messages sous la table lors de nos derniers dîners ensemble, la lueur bleue du téléphone éclairant son visage, tandis qu'elle souriait à l'écran d'une manière dont elle ne m'avait pas souri depuis des années. Le système fonctionnait exactement comme prévu. Le retrait qu'elle avait initié exigeait une double authentification pour les montants supérieurs à 2 000 €, une sécurité que j'avais spécifiquement demandée au directeur de la banque 3 mois plus tôt. Expliquant qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité contre la fraude, il avait rapidement accepté, louant ma prudence. Le lendemain matin, elle découvrirait ce que « en attente » signifiait vraiment. Je pouvais presque imaginer son expression lorsque la notification de la banque arriverait, cette ligne rouge informant que la transaction nécessitait une approbation supplémentaire, la frustration puis la colère, et enfin la panique en réalisant que son plan soigneusement orchestré avait une faille fondamentale. Mélissa et moi nous sommes rencontrés il y a 17 ans lors d'un congrès financier à Lyon. L'événement se déroulait à l'Hôtel Plaza, un de ces endroits élégants avec des lustres en cristal et des serveurs en gants blancs. Elle travaillait pour Pharmaventura Pharmaceutique, une entreprise en pleine croissance avec une gamme prometteuse de médicaments contre le diabète. Je l'ai remarqué pour la première fois lors d'une conférence sur les investissements en biotechnologie. Elle était au 2e rang, prenant des notes frénétiques dans un carnet en cuir rouge, levant occasionnellement la main pour poser des questions pointues qui impressionnaient même le conférencier. Il y avait en elle une énergie qui contrastait avec ma nature plus réservée. Nous nous sommes vraiment rencontrés au cocktail du soir, où elle m'a abordé directement, après m'avoir entendu discuter avec un collègue des stratégies de couverture pour les actions pharmaceutiques. « Vous comprenez vraiment ce marché ?» avait-elle dit, ses yeux marrons brillants d'un intérêt sincère. « Expliquez-moi davantage cette théorie de diversification que vous avez mentionnée. » Nous avons parlé pendant 2 heures ce soir-là, oubliant complètement le réseautage que nous étions censés faire. Elle était ambitieuse, perspicace et savait comment interagir avec les gens d'une manière qui semblait à la fois naturelle et stratégique. J'étais calme, analytique et je remarquais des détails que les autres manquaient, comme la façon dont elle penchait la tête quand quelque chose l'intéressait vraiment, ou comment ses mains bougeaient de manière expressive lorsqu'elle parlait de ses objectifs de carrière. Nous nous équilibrions. « Toi, tu apportes le réseau, moi, j'apporte la stabilité financière », plaisantait-elle souvent les premières années. Cela ressemblait à une blague affectueuse à l'époque, pas à la transaction froide que ces mots impliquaient. Lorsque nous nous sommes mariés, 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie à la chapelle Sainte-Anne, nous avons tracé notre avenir avec la même précision que j'utilisais pour les portefeuilles de mes clients. Des randonnées en montagne à Annecy le week-end, où l'air pur et l'odeur des pins nous donnaient cette sensation d'évasion de la ville. Des dîners mensuels avec des collègues, en alternant entre ces cercles professionnels et les miens. Un calendrier méticuleux pour construire nos comptes d'investissement, avec des objectifs spécifiques pour chaque trimestre. Des enfants avant la 5e année de mariage, 2 si possible, élevés avec la meilleure éducation que Paris pouvait offrir. Mais les enfants ne sont jamais venus. Après 3 ans de tentatives qui sont progressivement devenues mécaniques et tendues,
rempli de thermomètres et de calendriers d'ovulation. Le diagnostic du médecin est tombé dans son cabinet stérile de la clinique Hartmann. Les murs blancs, l'odeur d'antiseptique, le son étouffé de la climatisation, tout contribuait à cette atmosphère de fin de quelque chose. Ma faible numération de spermatozoïdes rendait la conception naturelle improbable. Le médecin a utilisé des mots techniques, des graphiques, des statistiques montrant que nos chances étaient inférieures à 5%. Des chiffres que je comprenais parfaitement, mais que cette fois-ci je détestais de toutes mes fibres. Mélissa a pleuré dans la voiture après, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues alors qu'elle regardait droit devant elle, les mains serrées sur ses genoux. Le parking souterrain de la clinique était sombre et froid, notre souffle embuant les vitres de la voiture. Je lui ai pris la main, sentant comme elle tremblait légèrement, et j'ai promis que nous explorerions d'autres options. Fécondation in vitro, adoption, tout ce qu'elle voudrait. Nous aurons notre famille, avais-je murmuré, croyant complètement en ces mots. Nous ne l'avons jamais eue. La conversation sur les alternatives était toujours reportée. Le mois prochain, quand les choses se calmeront au travail, après le congrès de juin, quand nous aurons plus de temps pour rechercher les options correctement. Les excuses s'accumulaient comme de la poussière, jusqu'à ce que nous cessions complètement de les mentionner. À la place, elle s'est jetée dans sa carrière avec une intensité qui frisait l'obsession. Plus de congrès, certains durant des semaines entières dans des villes comme Miami, New York, Barcelone. Plus de dîners, avec des clients qui s'éternisaient jusqu'au petit matin. Plus de nuits à travailler tard dans le bureau à la maison, la lumière bleue de l'ordinateur portable éclairant son visage concentré pendant que j'allais me coucher seul. Je me suis concentré sur l'augmentation de ma liste de clients chez Veltri, me forgeant une réputation de rendement constant et discret qui surpassait la volatilité du marché. Mes clients m'appelaient le calculateur, un surnom mi-plaisanterie, mi-compliment. Ils me faisaient confiance, car ils savaient que chaque décision était basée sur une analyse froide et des données solides, jamais sur l'émotion ou l'impulsion. Notre maison, un duplex de 3 étages, dans le 15e arrondissement que nous avions acheté la 2e année de notre mariage, est devenu un point de passage entre ces voyages et mes longues heures au bureau. Nous laissions des mots sur le réfrigérateur concernant les factures à payer et les réparations nécessaires. Nous échangions des messages rapides sur la logistique. « Salut, au revoir. J'ai besoin d'argent pour les courses. J'ai viré. Merci. » La première vraie fissure, celle qui ne pouvait être ignorée ou rationalisée, est apparue il y a 3 ans. J'avais organisé un week-end surprise à Annecy pour notre 12e anniversaire de mariage. J'avais réservé la même auberge où nous avions passé notre lune de miel, celle avec des cheminées dans les chambres et le petit déjeuner servi sur le balcon avec vue sur les montagnes. J'avais même acheté une nouvelle robe pour elle, bleu marine, de la boutique qu'elle admirait toujours aux Galeries Lafayette. Quand je lui ai annoncé, en lui montrant les réservations avec un sourire plein d'attente, elle a hésité. Cela n'a duré qu'une seconde, mais je l'ai vue. Cet éclair de panique dans ses yeux avant que l'expression de regret étudiée ne prenne le dessus. Guillaume, j'adorerais, mais elle s'est mordu la lèvre inférieure, un geste qu'elle faisait toujours lorsqu'elle était sur le point de me décevoir. Je me suis déjà engagé pour une retraite de vente ce week-end-là. C'est avec l'équipe de direction, y compris le nouveau directeur régional. Je ne peux pas annuler comme ça. Ce serait délicat politiquement. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai compris, ou j'ai fait semblant de comprendre. Bien sûr, pas de problème. On peut reporter. Nous n'avons jamais reporté. Je suis allé seul à Annecy. J'ai marché sur les mêmes sentiers que nous avions autrefois parcourus ensemble, où elle s'arrêtait pour photographier des fleurs sauvages et où je lui montrais les constellations dans le ciel nocturne cristallin des montagnes. Maintenant, je marchais en silence, avec seulement le bruit de mes pas sur la terre battue et le chant lointain d'oiseaux que je ne pouvais identifier. Quand elle a appelé ce samedi soir-là, vers 22 heures, j'étais assis seul sur le balcon de l'auberge, buvant du vin rouge et regardant les lumières de la ville scintiller dans la vallée en contrebas. « Salut, mon amour, comment ça se passe ?» Sa voix semblait trop joyeuse, forcée. En arrière-plan, je pouvais entendre des rires masculins et de la musique forte, quelque chose qui ne ressemblait absolument pas à une retraite d'entreprise sérieuse. C'était super, ai-je menti. Et la retraite? Productive. Très productive. Nous avons plusieurs sessions prévues pour demain. Mais il y a eu une pause très longue avant qu'elle ne dise cela. Comme si elle vérifiait quelque chose ou quelqu'un avant de répondre. D'autres fissures ont suivi dans les mois et les années qui ont suivi,
chacune élargissant le gouffre entre nous. Les vacances séparées sont devenues la norme. Elle allait sur les plages de la Côte d'Azur avec des amis du travail, revenant bronzée et évasive sur les détails. Je visitais des musées à Rome ou je restais à Paris, profitant du silence de la maison vide. Les conversations se limitaient à la logistique de la maison ou des comptes. « Tu as payé les charges de copropriété ?»« Oui. La femme de ménage vient jeudi, je crois. J'ai besoin de la déclaration d'impôt. Elle est dans le dossier bleu. » Chaque interaction était une transaction, sans profondeur, sans véritable connexion. L'intimité physique a diminué progressivement pour devenir des rencontres occasionnelles et protocolaires qui avaient lieu peut-être une fois par mois, généralement après un événement social où nous avions trop bu. C'était mécanique, silencieux, conclu rapidement comme des tâches rayées d'une liste. Ensuite, elle se tournait sur le côté, vérifiait son téléphone une dernière fois et s'endormait. Puis est arrivé Richard Lefebvre, muté de la filiale de Marseille, pour devenir son nouveau directeur régional il y a 2 ans. Grand, les cheveux parfaitement coiffés en arrière avec du gel, des dents trop blanches pour être naturelles, exhalant toujours ce parfum cher qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel quand j'étais étudiant. Soudain, Mélissa se portait volontaire pour tous les comités de vente, tous les congrès nationaux et internationaux, tous les projets spéciaux qui pouvaient passer par son bureau. Elle changeait de tenue 3 fois avant les réunions du matin, essayant des combinaisons et me demandant laquelle faisait le plus professionnel. Elle a commencé à se lever plus tôt pour aller à la salle de sport, rentrait plus tard, toujours avec cette énergie frénétique de quelqu'un qui mène une double vie. Il apprécie mon opinion, disait-elle lors de nos rares conversations, les yeux brillants d'une manière qui ne brillait plus en me regardant. Il pense que je suis sous-utilisé à mon poste actuel. Il dit que j'ai un potentiel de leadership qui n'est pas exploité. J'ai aussi remarqué le changement dans ses textos. Avant, elle laissait son téléphone traîner dans la maison, me demandant parfois de vérifier un message pour elle. Maintenant, elle l'avait toujours avec elle, toujours face contre table. Elle sortait de la pièce pour répondre à des appels, sa voix devenant un murmure intime qui me glaçait le sang. Les emails qu'elle lisait autrefois à voix haute, pendant le petit déjeuner, riant d'une situation amusante avec des clients, étaient maintenant protégés par un mot de passe sur son ordinateur portable. Quand je passais derrière elle, elle minimisait rapidement les fenêtres, le mouvement réflexe de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Des signes classiques que je voyais dans d'autres mariages ratés. Je connaissais au moins 3 collègues qui avaient traversé des divorces difficiles, chacun commençant exactement comme ça. Les mêmes justifications sur le travail important, les mêmes schémas de comportement évasif, les mêmes petits mensonges qui s'accumulaient en une avalanche inévitable. Mais je ne m'attendais jamais à voir ça dans mon propre mariage. Pas après tout ce que nous avions construit ensemble, toutes les décisions prudentes, tous les plans méticuleux pour notre avenir commun. Je ne l'ai pas confronté. La confrontation aurait été émotionnelle, incontrôlée, improductive. À la place, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai observé. J'ai pris des notes et je me suis préparé silencieusement, méthodiquement. J'ai documenté les schémas dans un tableur caché sur mon ordinateur, protégé par un mot de passe, avec un nom de fichier générique qui n'attirerait pas l'attention. Analyse de la volatilité du marché 2024. À l'intérieur, chaque ligne représentait une anomalie. Date de note de restaurant cher dans le centre de Paris qui ne correspondait pas à son emploi du temps. Lieu qui ne coïncidait pas avec l'itinéraire de travail officiel qu'elle mentionnait parfois nonchalamment. Retrait d'espèces de nos comptes qui dépassaient de loin nos limites de dépenses convenues. Les informations se recoupaient. Jeudi 19 septembre, Mélissa a dit être en réunion jusqu'à 21h. Note de dîner à l'Ambroisie à 22h15. Lundi 7 octobre, congrès à Lyon supposément. Facture d'hôtel à Paris, l'hôtel Costes, le même hôtel où Richard a posté une photo sur Instagram avec la légende « Repos bien mérité après une semaine intense ». Lorsqu'elle a laissé son email ouvert un dimanche matin, pendant qu'elle prenait sa douche après son jogging matinal, je n'ai pas hésité. C'était là. Confirmation de réservation d'hôtel pour une chambre exécutive double au parc Hyatt Paris-Vendôme pour le week-end du 24 au 26 janvier. Réservé au nom de Mélissa Dubois et Richard Lefebvre. La date correspondait exactement au week-end où elle avait dit qu'elle serait en formation d'entreprise obligatoire à Reims. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine.
Pas une colère chaude, mais quelque chose de glacial et calculé. J'ai pris une photo discrète de l'écran avec mon téléphone et j'ai refermé l'ordinateur portable, exactement comme elle l'avait laissé, avec les mêmes onglets ouverts, le curseur à la même position. Quand elle est sortie de la douche, enveloppée dans une serviette blanche, les cheveux dégoulinant sur le parquet, j'étais assis sur le canapé à lire le journal comme si de rien n'était. Quelle belle journée, a-t-elle commenté, regardant par la fenêtre le soleil de janvier qui brillait fort sur Paris. Je pense que je vais aller faire les magasins plus tard. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va, merci. Elle a souri, ce sourire automatique et vide que nous utilisions l'un avec l'autre maintenant. Fait aller dans la chambre pour s'habiller. Je n'ai pas dit un mot de ce que j'avais découvert. À la place, j'ai ajusté mes plans. Chaque nouvelle information était une variable ajoutée à l'équation que je construisais silencieusement. Et toute équation, finalement, doit s'équilibrer. Le matin suivant son appel de Miami, le matin qui marquait la fin officielle de notre mariage, je me suis assis dans mon bureau à la maison, fixant la demande de virement qui clignotait toujours sur mon écran. La lumière froide de l'ordinateur illuminait mon visage dans le bureau encore sombre. Il était 5h45. Je n'avais pas bien dormi, bien que mon insomnie ne vienne pas du choc ou de la tristesse, mais de l'anticipation froide de voir mes plans se dérouler exactement comme prévu. 40 000 € en attente d'approbation. Le nombre clignotait en rouge, attendant ma décision. C'était presque poétique de voir à quel point elle avait mal calculé, comment sa confiance en sa propre ruse l'avait aveuglée sur les détails techniques qui régissaient notre monde financier. D'un clic, je pouvais refuser immédiatement. D'un autre, je pouvais approuver et la voir partir avec presque tout ce que j'avais construit au cours de 15 ans de travail minutieux et d'investissement calculé. Chaque euro de ce compte représentait des heures de conseil, des week-ends sacrifiés, des décisions difficiles qui privilégiaient la sécurité financière à la gratification immédiate. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre, pas encore. Le temps faisait partie de la stratégie, permettant à son anxiété de grandir, à ses certitudes de commencer à se fissurer. À la place, j'ai pris le dossier physique que j'avais préparé 3 mois plus tôt, lorsque les signes étaient devenus trop indéniables pour être ignorés. Il était archivé dans le tiroir verrouillé de mon bureau, entre de vieux documents fiscaux où personne ne penserait à chercher. Le dossier était bleu foncé, épais de documents, chaque page organisée chronologiquement avec des marqueurs colorés. À l'intérieur se trouvait la documentation complète de notre restructuration financière, celle que Mélissa avait signée sans la lire, en consultant ses messages. Le nouveau fonds à mon nom, enregistré uniquement avec mon numéro de sécurité sociale, contenait 160 000 €. La majeure partie de nos investissements, accumulés au fil des ans grâce à des rendements constants et un réinvestissement discipliné, étaient désormais légalement séparés du compte commun qu'elle pensait avoir vidé. Le compte auquel elle avait accédé ne contenait que nos investissements les plus récents, ceux des 6 derniers mois, plus quelques fonds à faible rendement que j'avais maintenus là spécifiquement pour donner l'illusion que c'était notre compte principal. Pour quelqu'un qui ne vérifiait les relevés que superficiellement, comme Mélissa l'avait toujours fait, cela semblait être le tout. La sonnette a retenti à 8h32, interrompant ma lecture des documents. Le son a résonné dans la maison vide et pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre. Mais la curiosité l'a emporté sur la prudence. Sur mon perron se tenait Vanessa, l'amie la plus proche de Mélissa et collègue chez Pharmaventura. Je connaissais Vanessa depuis presque aussi longtemps que Mélissa. Une femme aux cheveux courts et au rire facile qui avait toujours été gentille avec moi lors des événements sociaux, mais dont la loyauté était clairement envers ma femme. Son visage était tendu maintenant, mal à l'aise, ses yeux fuyant les miens. Elle tenait la anse d'un sac en cuir marron avec une telle force que ses jointures étaient blanches. « Je peux entrer, Guillaume ?» Je me suis écarté sans un mot, une invitation silencieuse. Elle est entrée avec hésitation, regardant autour de la pièce comme si elle la voyait pour la première fois, bien qu'elle soit venue des dizaines de fois pour des dîners et des fêtes. Je l'ai emmenée à la cuisine, où j'ai servi 2 cafés qu'aucun de nous ne boirait. Le rituel de l'hospitalité était automatique, quelque chose pour combler le silence gênant pendant qu'elle organisait ses pensées. La vapeur montait des tasses, se dissipant dans l'air froid du matin. Elle m'a demandé de venir chercher certaines de ses affaires, dit finalement Vanessa, serrant la anse de son sac même après l'avoir posée sur la table. Elle ne reviendra pas, Guillaume, je sais.
Ma voix est sortie plus calme que je ne l'aurais cru, presque indifférente. Les yeux de Vanessa ne croisaient pas les miens. Elle fixait la tasse de café, le comptoir en marbre, le réfrigérateur, n'importe quoi sauf mon visage. Elle m'a demandé de prendre sa boîte à bijoux, qui est dans la chambre. Cette boîte en bois avec des détails en nacre, et ses vêtements d'hiver dans le dressing. Les manteaux en laine, les bottes en cuir. Tu es au courant pour Richard. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. J'avais besoin de l'entendre de sa bouche, de confirmer ce que je savais déjà. Vanessa s'est visiblement recroquevillée, ses épaules se courbant, comme si elle essayait de se faire plus petite, moins visible. Oui, j'ai essayé de la convaincre de ne pas faire ça, Guillaume. Vraiment, j'ai essayé plusieurs fois, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle était convaincue que c'était ce dont elle avait besoin. Depuis combien de temps sais-tu? Elle a hésité. Et dans ce silence, j'ai su que ce serait pire que ce que j'imaginais. 8 mois, peut-être plus. Elle m'a enfin regardé, et il y avait une tristesse sincère dans ses yeux. Je suis désolé, Guillaume. Tu ne méritais pas ça. 8 mois, presque une année entière de mensonges élaborés, de double vie. Tout cela pendant qu'elle dormait à côté de moi chaque nuit, où elle était à la maison. Discutait avec moi de savoir si nous devions changer les meubles du salon ou refaire le jardin. Planifiait notre long week-end de l'Ascension comme si nous étions un couple normal avec un avenir normal. Les bijoux sont dans le coffre de la chambre, ai-je dit, étonnamment stable. La combinaison est 0712, la date de notre mariage, ironiquement. Elle l'a toujours su. Je ne l'ai jamais changé. Vanessa a hoché la tête, mais ne s'est pas dirigée vers la chambre. Ses doigts tapotaient nerveusement sur la table, un motif rythmique anxieux qui révélait qu'il y avait plus. Elle voulait aussi que je vérifie si son virement était passé. Les mots sont sortis rapidement, presque bousculés, comme si elle voulait s'en débarrasser au plus vite. Voilà, la vraie raison de sa visite matinale. Ce n'était pas les vêtements d'hiver que Melissa pouvait facilement remplacer avec son nouveau salaire généreux. Ce n'était pas la boîte à bijoux qui, bien que sentimentalement précieuse, n'était pas irremplaçable. C'était l'argent. Il a toujours été question d'argent. Melissa l'avait envoyé en éclaireuse pour vérifier si le plan avait fonctionné, si les 40 000 € étaient en sécurité sur son compte avant qu'elle n'ait à m'affronter à nouveau. Typique d'elle, utiliser d'autres personnes pour faire le sale boulot tout en gardant les mains propres. J'ai ouvert mon ordinateur portable là, sur la table de la cuisine, sans me presser, laissant le système démarrer avec sa lenteur caractéristique. Vanessa observait, son malaise grandissant à chaque seconde. Je me suis connecté au portail bancaire, tapant mon mot de passe complexe de 16 caractères avec une précision délibérée, et j'ai tourné l'écran pour qu'elle puisse voir clairement. En attente d'approbation, ai-je dit doucement, en montrant le statut en rouge vif. Authentification à 2 facteurs pour les montants supérieurs à 2 000 €. C'est dans notre contrat de compte commun, clause 7, paragraphe 3. Il faut la confirmation des 2 titulaires pour les transactions importantes. Vanessa a lu l'écran, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle comprenait les implications. « Elle va être furieuse », murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Le choix lui appartient », ai-je répondu en refermant l'ordinateur d'un clic doux. Elle a choisi d'initier un virement non autorisé. Elle a choisi de ne pas discuter de notre situation financière avec moi avant de tenter de vider le compte. Les conséquences de ces choix sont exactement cela, des conséquences. Vanessa est restée silencieuse un long moment, regardant ses mains. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était presque inaudible. Elle croit vraiment que Richard va s'occuper d'elle, qu'il va quitter sa femme, qu'ils vont construire une vie ensemble à Miami. Il lui a promis un poste de directrice, de l'autonomie, tout ce qu'elle a toujours voulu. Et tu y crois? Ferais-je demander, sincèrement curieux. Vanessa a laissé échapper un rire amer sans humour. Je travaille chez Pharma Ventura depuis 12 ans, Guillaume. J'ai déjà vu Richard faire ça. 2 fois que je sache personnellement, probablement plus. Il a un type. Les femmes ambitieuses, mariées, vulnérables aux promesses de reconnaissance professionnelle que leur mari ne leur offre soi-disant pas. Elle a secoué la tête. Mais Melissa ne veut rien entendre. Elle pense qu'elle est différente, que leur histoire est tout réelle. Après le départ de Vanessa, emportant une valise Louis Vuitton que j'avais offerte à Melissa pour notre 2e anniversaire, remplie de vêtements de marque qu'elle utiliserait pour impressionner son nouvel amant, je suis resté seul dans la maison silencieuse. La boîte à bijoux est restée dans le coffre. Vanessa n'a pas eu le courage de la prendre après notre conversation sur l'argent.
J'ai conduit jusqu'à mon bureau chez Veltri Dynamics dans le centre de Paris, naviguant dans le trafic matinal en pilote automatique. L'immeuble de verre de 23 étages reflétait le ciel nuageux, une masse grise qui menaçait de pleuvoir sans jamais tenir sa promesse. Mon bureau était au 17e étage, une pièce modeste, mais bien située avec vue sur les Champs-Élysées. La routine familière des appels matinaux des clients et des analyses de portefeuille m'a soudain semblé étrangement vide, comme si je jouais un rôle dans une pièce qui n'avait plus de sens. J'ai répondu aux emails automatiquement, examinant des rapports trimestriels sans vraiment absorber les informations. Mon esprit était ailleurs, calculant les prochaines étapes, anticipant les mouvements. À midi, j'ai décliné l'invitation de collègues au restaurant japonais habituel et j'ai marché seul jusqu'à mon agence bancaire, la même où je tenais mes comptes depuis 15 ans. Le directeur, Fernand Garnier, m'a reçu immédiatement dans son bureau au mur de verre et au mobilier minimaliste. Je suis venu pour lancer la prochaine phase, ai-je dit simplement, en présentant les documents que j'avais préparés. Je veux geler complètement le compte commun. Aucune transaction de quelque nature que ce soit jusqu'à une ordonnance du tribunal. Et je veux transférer le fonds exclusif vers une gestion encore plus protégée, quelque chose qui nécessite plusieurs autorisations pour y accéder. Fernand a examiné les documents avec une expression professionnelle, mais j'ai remarqué la curiosité dans ses yeux. Il avait assez d'expérience pour reconnaître les signes d'un divorce difficile qui s'annonçait. « Nous pouvons faire ça aujourd'hui même », a-t-il confirmé. Le gel prend effet immédiatement. La restructuration du fonds prend 48 heures ouvrables. Parfait. À 15 heures, mon téléphone affichait 7 appels manqués de Mélissa, tous dans les 40 dernières minutes. La banque avait notifié les 2 titulaires du gel du compte, un protocole standard. J'ai imaginé sa réaction en lisant l'email automatisé. La frustration se transformant en fureur, en réalisant que non seulement le virement était bloqué, mais que tout le compte était maintenant inaccessible. J'ai ignoré tous les appels et j'ai conduit directement au bureau de mon avocat à Saint-Germain-des-Prés. C'est un trajet de 20 minutes qui s'est étiré à 40 à cause du trafic parisien typique. L'après-midi devenait gris, de lourds nuages tenant enfin leur promesse de pluie. Thomas Royer avait son cabinet dans un immeuble discret de seulement 6 étages, loin des gratte-ciel d'affaires du centre. Il avait été mon client pendant une décennie, avant de devenir quelque chose qui ressemblait à un ami, dans la mesure où je permettais les amitiés. Un homme dans la cinquantaine, cheveux grisonnants parfaitement coupés, lunettes à monture en titane, il émanait une compétence tranquille. Son bureau était lambrissé de bois sombre avec des étagères remplies de codes juridiques et de jurisprudence. Il m'a offert un café que j'ai refusé, puis je me suis assis dans le fauteuil en cuir en face de son bureau massif. Il a examiné méticuleusement les documents que j'avais apportés, classés par catégorie, dans des dossiers colorés. Des relevés bancaires montrant clairement la tentative de retrait de Mélissa, avec les eurodatages, et les montants exacts. Des relevés de cartes de crédit, révélant des dépenses en double, des factures de restaurants et d'hôtels chers, dans des villes qui correspondaient exactement à l'itinéraire de voyage de Richard, croisés avec le calendrier d'entreprise de Pharmaventura que j'avais obtenu par des connaissances. Des confirmations d'hôtels qu'une recherche minutieuse dans ses emails avait révélées, des réservations aux 2 noms qui ne laissaient aucune place à des interprétations innocentes. « C'est plus que suffisant », a dit Thomas finalement, en rangeant les papiers dans un nouveau dossier. « Beaucoup plus en fait. Faute financière claire, abandon de domicile, preuve d'une relation extra-conjugale. » Il a fait une pause. Le droit français n'exige pas de faute pour le divorce, comme vous le savez. C'est officiellement une procédure sans grief, mais cela pèsera lourdement dans l'accord financier. Aucun juge ne favorisera quelqu'un qui a tenté de vider secrètement des comptes communs. J'ai hoché la tête, ressentant ce vide étrange dans ma poitrine où la colère aurait dû brûler. Mais il n'y avait pas de feu, seulement de la glace. Seulement un calcul froid, et la satisfaction distante de voir un plan bien exécuté se dérouler. Il ne s'agissait pas de vengeance, ai-je réalisé. Ça ne l'a jamais été. C'était des mathématiques pures. Chaque action a des conséquences équivalentes. Un principe fondamental sur lequel j'ai bâti non seulement ma carrière, mais toute ma vision du monde. Elle pense avoir vidé nos comptes, ai-je dit, d'un ton presque conversationnel. Le fonds principal qu'elle n'a même pas touché, elle ne sait même pas encore qu'il existe. Laissez-la continuer à le penser pour l'instant. Son ignorance est notre avantage stratégique. Thomas a souri légèrement,
ce sourire professionnel de celui qui a vu des centaines de divorces et savait exactement comment de tels jeux se déroulaient. Nous déposerons la demande demain à la première heure. J'ai un juge qui est particulièrement strict avec les tentatives de fraude financière dans les procédures de séparation. 3 jours se sont écoulés dans un étrange brouillard de normalité artificielle. J'ai continué à aller au travail, à répondre aux clients, à examiner des portefeuilles comme si ma vie personnelle n'implosait pas. Les collègues qui ont remarqué quelque chose de différent dans mon comportement ont été poliment éconduits avec des sourires vagues et des changements de sujet. Les appels de Mélissa sont devenus de plus en plus frénétiques. 7 le premier jour, 15 le deuxième, 23 le troisième. Des SMS ont également commencé à apparaître, évoluant de demandes polies à des exigences furieuses, puis à des supplications désespérées. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas simplement me bloquer. C'est mon argent aussi. S'il te plaît, Guillaume, sois raisonnable. Je les ai tous ignorés. Chaque message sans réponse était un point de pression supplémentaire, la laissant se débattre dans l'incertitude. Stratégie de négociation de base. Celui qui désespère le premier perd. Le 4e jour, je suis rentré à la maison après une réunion particulièrement longue avec des clients du secteur immobilier. Il était presque 20 heures. La maison était sombre quand je suis entré et un instant j'ai cru être seul. Puis j'ai remarqué la faible lumière provenant du salon et mon corps s'est immédiatement tendu. Mélissa se tenait là, éclairée seulement par la lampe d'angle. Elle avait utilisé sa clé, celle qu'elle n'avait pas pris la peine de laisser derrière elle en déclarant notre mariage terminé par téléphone. Bien sûr que non. Elle avait encore besoin d'un accès, d'un contrôle. Elle était différente. Plus mince peut-être, ou simplement plus tendue. Elle portait une robe bleu foncé que je ne reconnaissais pas, des talons hauts, un maquillage impeccable comme si elle sortait tout droit d'un événement professionnel. Mais il y avait quelque chose de frénétique dans ses yeux que le maquillage coûteux ne pouvait cacher. « Qu'as-tu fait » a-t-elle exigé sans préambule, sa voix tranchante résonnant dans la maison vide. « L'argent a disparu, Guillaume. Le compte est gelé. Je ne peux accéder à rien. » J'ai posé ma mallette par terre avec des mouvements délibérément calmes, j'ai enlevé ma veste et je l'ai accrochée au porte-manteau près de la porte. Chaque geste était mesuré, refusant de me laisser presser par son urgence. Non, Mélissa, l'argent n'a pas disparu. Il est exactement là où il devrait être, sous protection légale, jusqu'à ce que le partage des biens soit officialisé correctement. Elle m'a montré son téléphone avec des mains tremblant légèrement, affichant le message de la banque que je connaissais par cœur. Compte gelé à la demande du titulaire. Virement refusé. Double authorization requires. Veuillez contacter votre conseiller. Règle ça, dit-elle, chaque mot prononcé comme un ordre. Maintenant, Guillaume, j'ai besoin de cet argent. Je suis passé calmement devant elle jusqu'à la cuisine, mes pas résonnant sur le parquet. J'ai servi un verre d'eau du réfrigérateur, buvant lentement, pendant qu'elle me suivait, ses talons claquant agressivement contre le sol. Nous devons parler du divorce, ai-je finalement dit, en posant le verre dans l'évier. Divorce? Le mot est sorti comme si c'était la première fois qu'elle y pensait concrètement. Je n'ai même pas. Elle s'est interrompue, réalisant le piège. J'avais l'intention d'en discuter plus tard, après m'être installé avec Richard. Après avoir pris l'argent, ai-je précisé calmement. Après avoir assuré ta sécurité financière à mes dépens. Après avoir eu tous les avantages possibles dans la négociation. Son visage s'est durci, la vulnérabilité momentanée disparaissant derrière le masque professionnel qu'elle portait si bien. La moitié de cet argent est à moi, Guillaume. Légalement à moi. Je l'ai gagné autant que toi. J'ai travaillé, j'ai contribué, j'ai sacrifié. C'est Richard qui t'a dit ça? Ai-je demandé doucement, observant sa réaction au fait que son nom soit mentionné directement entre nous pour la première fois. La couleur a quitté son visage, laissant le fond de teint et le blush flotter artificiellement sur une peau pâle. « Ça ne le concerne pas », a-t-elle répondu trop vite. « Sur la défensive, ça nous concerne nous, ce que nous avons construit ensemble. »« Ça concerne la confiance, Mélissa », ai-je corrigé, en gardant ma voix neutre et factuelle, « et les accords financiers juridiquement contraignants, que tu as tenté de violer sans consultation, sans discussion, sans même la courtoisie d'une conversation honnête avant d'essayer de me ruiner. » Elle a immédiatement changé de tactique, et j'ai vu le moment exact où cela s'est produit. Ses épaules se sont détendues artificiellement, sa voix s'est adoucie. Elle a fait 2 pas vers moi avec une expression soudaine de regret. « Guillaume, j'étais émotive ce soir-là.
confuse, effrayée par ce que je faisais. Je ne voulais pas que les choses se terminent comme ça, par téléphone si froidement. Nous aurions dû nous asseoir, en parler correctement, comme des adultes. Elle a tendu une main vers moi. Nous pouvons encore le faire. Nous pouvons encore régler ça à l'amiable. Le passage soudain à la conciliation, le ton raisonnable, le langage corporel ouvert. C'était la Mélissa vendeuse qui concluait des contrats difficiles, qui convainquait des médecins sceptiques de changer leurs prescriptions, qui transformait les objections en opportunités. Je l'avais vue perfectionner cette technique au fil des années, lors de dîners d'affaires, où elle charmait des clients réticents. Mais je connaissais toutes les ficelles, parce que j'avais assisté à chacun de ces dîners, observant silencieusement pendant qu'elle travaillait. Thomas Royer s'occupe du divorce, ai-je dit sans émotion. Tu peux demander à ton avocat de le contacter. Toute communication doit désormais passer par les avocats. Ses yeux se sont dangereusement rétrécis. Tu as déjà un avocat? Tu as déjà entamé la procédure? Sans me prévenir, sans essayer de régler ça entre nous d'abord? J'ai déposé la demande hier matin. La procédure est déjà en cours. Tu recevras l'assignation officielle dans quelques jours. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, ses talons hauts claquant agressivement contre le parquet qu'elle avait insisté pour faire installer l'année dernière, disant que cela donnait de la classe à la maison. Chaque pas était une perforation sonore dans la tension entre nous. Tu ne peux pas simplement me bloquer l'accès à notre argent, Guillaume. C'est de la violence économique, du contrôle coercitif. Je vais me battre. Je vais porter ça devant les tribunaux et tu passeras pour ce que tu es. Un homme aigri qui essaie de punir sa femme d'avoir été honnête sur ses sentiments. C'est ton droit de contester, ai-je répondu avec le même calme exaspérant. Les tribunaux décideront sur la base des preuves et de la jurisprudence. J'ai confiance dans le système. Mon calme semblait l'enrager plus que n'importe quelle dispute émotionnelle. Elle regardait autour de la pièce, comme si elle cherchait quelque chose à casser. Quelque chose pour exprimer physiquement la fureur que les mots ne pouvaient plus contenir. Ses yeux se sont posés sur le cadre photo sur la cheminée. Notre photo d'Annecy, prise il y a 5 ans quand nous faisions encore semblant d'être heureux, avant que les vacances séparées ne deviennent la norme, avant que Richard n'entre dans nos vies. Nous sourions sur cette photo, enlacés au sommet d'un sentier avec des montagnes brumeuses en arrière-plan. Nous semblions sincèrement heureux, ou peut-être étions-nous simplement doués pour faire semblant. Même à cette époque, elle a saisi le cadre à 2 mains et l'a projeté avec force contre le mur opposé. Le verre a explosé en centaines de fragments qui se sont éparpillés sur le parquet comme des cristaux brillants sous la lumière de la lampe. Le cadre en argent s'est cabossé à l'impact. Notre image souriante maintenant traversée de fissures irrégulières. Richard avait raison sur toi, siffla-t-elle, se tournant pour me faire face avec une haine pure dans les yeux. Tu es pathétique, Guillaume. Aucune ambition réelle, aucune initiative, aucune passion pour autre chose que tes tableurs et tes chiffres morts. Il le voit clairement. À quel point tu es petit. Comment j'ai gâché ma vie à essayer de construire quelque chose avec quelqu'un qui ne peut même pas se battre pour son propre mariage. J'ai regardé le cadre brisé sur le sol, le verre fissuré fragmentant mon visage souriant en dizaines de morceaux déformés. Curieusement, je ne ressentais qu'une distance clinique. Elle essayait de me provoquer, de me faire perdre le contrôle, de créer une scène dramatique qu'elle pourrait ensuite utiliser comme récit. Le mari instable, explosif, menaçant. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. J'aurais besoin de ta clé, ai-je dit calmement en désignant le porte-clés encore dans sa main. Ce n'est pas fini, dit-elle, mais sa voix avait perdu un peu de sa force. Elle a fouillé dans son sac de marque, ce Prada que je lui avais offert à Noël dernier, et a jeté la clé sur la table basse avec assez de force pour laisser une rayure sur le verre. Loin d'être fini, Guillaume. Tu regretteras de m'avoir sous-estimé. Elle est sortie en claquant la porte si fort que le tableau sur le mur de l'entrée a tremblé. J'ai entendu le bruit de ses talons descendant les marches, puis l'alarme de la voiture se désactivant, la portière claquant, le moteur vrombissant agressivement avant qu'elle ne parte avec un crissement de pneus. Je suis resté immobile dans le silence qu'elle avait laissé derrière elle, n'entendant que le tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement lointain du réfrigérateur. Puis, méthodiquement, j'ai pris le balai et la pelle du placard de nettoyage et j'ai commencé à balayer le verre brisé. Chaque éclat a été soigneusement ramassé, avec une attention particulière aux plus petits fragments sur lesquels on aurait pu facilement marcher. Quand j'ai eu fini, le sol était de nouveau impeccable.
sans aucune trace de l'explosion émotionnelle, à l'exception de la légère rayure sur la table basse. J'ai mis les débris dans un sac en plastique et je l'ai jeté à la poubelle. Puis je me suis servi 2 doigts généreux de whisky écossais single malt, celui de 18 ans que je gardais pour les occasions spéciales, et j'ai appelé Thomas. Elle est venue à la maison. L'ai-je informé quand il a répondu à la 2e sonnerie? Elle est entrée avec sa clé. Il y a eu une confrontation. Sois prêt à d'éventuelles allégations, selon lesquelles j'aurais été menaçant ou hostile. Elle est désespérée maintenant. Quel genre de confrontation? La voix de Thomas était alerte, professionnelle. Quelque chose qui doit être documenté. Elle a cassé un cadre photo, exigé l'accès à l'argent, apporté des accusations. Je suis resté calme, j'ai demandé la clé qu'elle a rendue, très civilisée de ma part. Bien, gardez cette posture. Thomas a fait une pause. A-t-elle dit quelque chose d'utile? Un aveu? Elle a confirmé que Richard influence ses décisions financières. Elle a utilisé ces mots presque textuellement pour me décrire, et elle a clairement indiqué qu'elle s'attendait à un accès immédiat au fonds pour s'installer avec lui. Parfait. Cela renforce le schéma de mauvaise foi dans les négociations. A-t-il dit que la banque l'avait informé du rejet du virement? Oui, elle l'a mentionné spécifiquement. Elle veut l'accès, et elle le veut maintenant. Son urgence est palpable. Thomas a eu un petit rire sans véritable humour. Bonne chance avec ça. Le fonds principal est blindé, et elle ne sait même pas qu'il existe. Quand elle découvrira l'étendue réelle de la restructuration, ce sera un choc intéressant à observer. J'ai raccroché et j'ai bu le whisky lentement, savourant la chaleur qui descendait dans ma gorge et se répandait dans ma poitrine. La maison était trop silencieuse maintenant, silencieuse d'une manière différente de la solitude habituelle. C'était le silence d'un chapitre qui se fermait définitivement. Le lendemain matin, mon assistante chez Veltri, Paula, une femme efficace d'une 30aine d'années, qui organisait mon emploi du temps avec une précision militaire, a posé une lettre sur mon bureau avec une expression soigneusement neutre. L'enveloppe était épaisse, papier à en-tête coûteux, adresse de l'expéditeur en lettres dorées en relief. Arrivé par coursier il y a 15 minutes, dit-elle. Signature requires. Ça a l'air important. Merci, Paula. Après son départ, fermant doucement la porte derrière elle, j'ai ouvert l'enveloppe. La lettre à l'intérieur portait l'entête du cabinet Lefort & Associés, une adresse prestigieuse à la Défense et 3 associés nommés avec des qualifications impressionnantes, listés sous leur nom. La lettre, signée par Carlos Lefort à l'encre bleue avec un stylo-plume coûteux, exigeait la libération immédiate de tous les biens matrimoniaux pour un accès mutuel. Elle menaçait d'une action en justice pour violence économique, contrôle coercitif, restriction malveillante de l'accès légitime à la propriété partagée et mentionnait plusieurs précédents juridiques qui soutenaient prétendument la position de Mélissa. J'ai lu jusqu'à la fin, notant en particulier que Richard Lefebvre était en copie de la correspondance, son email professionnel de Pharmaventura explicitement listé en pied de page. Son patron était donc directement impliqué maintenant, suffisamment investi dans le résultat pour être inclus dans les communications légales, utilisant ses relations et ses ressources pour me mettre la pression. C'était une information précieuse. Cela montrait son niveau d'implication, la profondeur de la relation et pouvait potentiellement être utilisé pour démontrer une influence inappropriée dans les affaires financières du mariage. J'ai scanné la lettre, je l'ai sauvegardée dans un dossier numérique spécifique marqué « Divorce correspondance hostile » et j'ai envoyé une copie à Thomas avec une simple note. Ils passent à la vitesse supérieure. Richard officiellement impliqué. Cet après-midi-là, Thomas a déposé notre requête de divorce modifiée, en y ajoutant la documentation détaillée de la tentative de Mélissa de vider les comptes sans consultation préalable, ainsi qu'une demande formelle de mesures de protection temporaire l'empêchant d'entrer à nouveau dans notre propriété conjugale sans préavis ou surveillance légale. Il a également joint des copies des SMS de plus en plus hostiles qu'elle avait envoyés ces derniers jours, démontrant un comportement erratique. « Ils pensent que vous êtes le maillon faible », m'a dit Thomas au téléphone ce soir-là, sa voix contenant une satisfaction professionnelle. Le mari trompé, émotionnellement dévasté, facilement manipulable. C'est extrêmement bon pour nous, Guillaume. Laissez-les vous sous-estimer. Chacun de leurs mouvements agressifs ne fait que renforcer notre position lorsque nous démontrons que vous êtes la partie rationnelle, contrôlée, répondant de manière appropriée aux provocations. Je n'ai pas répondu à la lettre de l'avocat de Mélissa.
Le silence stratégique était plus efficace que n'importe quelle réponse élaborée. Au lieu de cela, j'ai attendu leur prochain mouvement, sachant instinctivement que l'impatience les pousserait à commettre des erreurs. Dans la planification financière à long terme, la patience est plus qu'une vertu abstraite. C'est une stratégie concrète qui sépare les investisseurs prospères des amateurs impulsifs. 2 semaines plus tard, ma routine matinale de café et de lecture d'email a été interrompue par un message d'un numéro inconnu. Le texte était court, mystérieux. Café. Information importante sur Monsieur Café Le Phare, rue du Faubourg Saint-Honoré. Qu'à 16 heures aujourd'hui. Venez seul. Mon premier instinct a été d'ignorer. Cela pourrait être un piège, une sorte de confrontation orchestrée, peut-être même une tentative de me faire paraître instable ou menaçant. Mais la curiosité, cette même curiosité analytique, qui me rendait doué pour détecter des schémas dans les données financières, a pris le dessus sur la prudence. À l'heure convenue, j'étais assis à une table d'angle du Café Le Phare, un établissement élégant, avec des murs en briques apparentes et un éclairage tamisé. J'ai choisi une position qui me permettait d'observer toute l'entrée. Le dos au mur, précaution typique de quelqu'un qui ne se fie pas aux surprises. 10 minutes après 14 heures, ponctuelle mais créant cette petite tension d'attente, une femme en tailleur gris foncé est entrée. Elle a scruté le café méthodiquement, ses yeux passant sur chaque table jusqu'à me trouver. Je l'ai reconnue immédiatement. Jessica Morin, directrice des ressources humaines de PharmaVentura. Nous nous étions rencontrés plusieurs fois au fil des ans lors d'événements d'entreprise que Mélissa organisait ou auxquels nous étions invités en tant que couple. Dîner de fin d'année, célébration d'objectifs atteints, fête de lancement de produits. Nous échangions des politesses sur les tendances du marché, commencions la météo éternelle de Paris, discussions superficiellement des taux d'intérêt et de la politique économique. Maintenant, elle s'asseyait en face de moi avec une expression sérieuse, une tension visible dans ses épaules. Elle n'a rien commandé lorsque le serveur s'est approché, se contentant de secouer la tête poliment. Ce ne serait pas une longue conversation. De son sac de travail en cuir noir, elle a sorti une petite clé USB rouge et l'a posée sur la table entre nous comme si c'était quelque chose de dangereux, de radioactif. « Je ne peux pas être vue avec vous trop longtemps », dit-elle à voix basse, se penchant légèrement en avant. Cette conversation n'a jamais eu lieu, Guillaume. Si quelqu'un demande, nous ne nous sommes pas rencontrés. Vous ne m'avez jamais vu. Cette clé USB ne vient pas de moi. Qu'y a-t-il dessus? Ai-je demandé tout aussi bas, en gardant mes mains loin de l'appareil pour le moment. Des emails entre Richard et Mélissa, des communications internes des 14 derniers mois depuis le début de leur liaison. Elle a fait une pause, vérifiant que personne aux tables voisines ne prêtait attention. Peut-être que ce sera utile pour votre divorce, peut-être pas. Mais vous méritez de connaître toute la vérité sur ce qui se passe. J'ai gardé mon expression soigneusement neutre, bien que mon pouls se soit légèrement accéléré. Pourquoi faites-vous ça, Jessica? Quel est votre intérêt? Elle a de nouveau regardé autour d'elle, un mouvement nerveux de quelqu'un qui viole la confiance de l'entreprise et connaît les conséquences potentielles. Lorsque ses yeux sont revenus sur moi, il y avait de la colère en eux. Une colère soigneusement contrôlée mais bien réelle. Richard a déjà fait ça, 3 fois que je sache personnellement, probablement plus que je n'ai pas documenté. Il a un schéma, un modus operandi spécifique. Il s'en prend aux femmes mariées qui travaillent pour lui, en particulier celles qui sont dans des positions vulnérables ou désireuses d'une promotion. Il les convainc de quitter leur mari, avec des promesses d'avancement professionnel, de relocalisation dans des bureaux prestigieux à l'étranger, de reconnaissance que leur conjoint ne leur offrirait soi-disant pas. Et après, je connaissais déjà la réponse, mais j'avais besoin de l'entendre. Dès qu'elles ont complètement brûlé les ponts, détruit leur mariage, se sont isolées de leur réseau de soutien, ils les jettent. Ils trouvent une raison de les muter latéralement à des postes moins prestigieux ou pire, créent des situations qui les forcent à quitter complètement l'entreprise. Elle a pris une profonde inspiration. L'une des femmes, Patricia, a tenté de se suicider après. Une autre a développé de graves problèmes d'alcool. La troisième poursuit l'entreprise pour harcèlement, mais le service juridique enterre l'affaire, parce que le père de Richard est au conseil d'administration. Et PharmaVentura laisse faire. Ai-je affirmé sans poser de questions? La bouche de Jessica s'est contractée en une ligne fine et amère. Son père, Robert Lefebvre, est l'un des plus gros actionnaires. Il a apporté un capital important lors d'une phase critique d'expansion il y a 10 ans.
Il a un droit de veto sur les décisions exécutives importantes et il est complètement aveugle au défaut de son fils ou choisit de ne pas les voir. Elle a touché la clé USB avec un doigt. Mais il y a plus en jeu maintenant qui dépasse les schémas personnels prédateurs. Continuez. Ces emails discutent d'informations confidentielles sur les produits, de données de recherche exclusives, d'informations sur des essais cliniques que nous avons découvert plus tard avoir été partagés avec des entreprises concurrentes. Sa voix a encore baissé. Les implications financières sont énormes. Nous parlons d'espionnage industriel, Guillaume. Violation de secrets commerciaux. Fuite de propriété intellectuelle qui vaut des millions. J'ai senti un froid se répandre dans mon estomac. Melissa était-elle complice ou a-t-elle été manipulée? Jessica a secoué la tête lentement. Honnêtement, je ne sais pas lequel des deux. Et cela importera beaucoup d'un point de vue juridique. Elle a eu accès à des systèmes auxquels elle n'aurait pas dû. Elle a transféré des documents confidentiels vers des adresses e-mail personnelles. Elle a accédé à des bases de données de recherche en dehors des heures de bureau en utilisant ses identifiants. Tout est enregistré dans les journaux systèmes. Elle a fait une pause significative. Le FBI enquête déjà discrètement. Ils n'ont pas encore fait de démarche officielle, mais l'enquête est en cours. Et vous me donnez ça parce que vous ne méritez pas d'être entraîné là-dedans. Jessica s'est redressée sur sa chaise. Et parce que Richard doit être arrêté avant qu'il ne détruise d'autres vies ou ne cause plus de dommages à l'entreprise. Utilisez ces informations comme vous le jugerez utile. Protégez-vous, mais soyez discret sur la source. Elle s'est levée brusquement, ajustant son sac sur son épaule. J'ai une réunion dans 15 minutes, de l'autre côté de la ville. Nous devons en finir maintenant. Jessica, ai-je dit avant qu'elle ne puisse partir. Merci, vraiment. Elle a simplement hoché la tête et est partie rapidement, ses talons faisant un bruit sec sur le parquet, tandis qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle n'a pas regardé en arrière. Je suis resté assis quelques minutes de plus, la petite clé USB rouge devant moi semblant beaucoup plus grosse qu'elle ne l'était. J'ai commandé un double expresso dont je n'avais pas besoin, juste pour justifier de continuer à occuper la table, et j'ai connecté discrètement l'appareil à mon ordinateur portable. Les fichiers étaient organisés chronologiquement, commençant il y a 14 mois. Des centaines d'emails, certains avec des pièces, jointes, des captures d'écran, des documents PDF. J'ai commencé à lire, et à mesure que j'avançais, l'image complète se formait comme un puzzle en cours d'assemblage. Les emails confirmaient tout ce que je soupçonnais déjà. La liaison, bien sûr, avec un langage variant de professionnel à intimement personnel. Les promesses de Richard de promotion, de relocalisation à Miami, d'un poste de directrice régionale avec une autonomie significative, les plans élaborés de Melissa pour me quitter, des discussions sur le timing, sur la manière de maximiser sa position financière dans la séparation. Mais l'angle de l'espionnage industriel était complètement nouveau, une dimension que je n'avais pas anticipée. Des captures d'écran montraient Melissa accédant à des systèmes de recherche confidentiels avec ses identifiants à 2 heures du matin, 4 heures du matin. Des heures étranges qui suggéraient un comportement furtif. Des emails la montraient transférant des PDF marqués « Confidentiel, usage interne uniquement » à l'adresse Gmail personnelle de Richard. Si elle savait pleinement ce qu'il faisait de ces informations, à qui il les vendait, ce n'était pas tout à fait clair. Certains emails suggéraient une naïveté manipulée. « Richard, es-tu sûr que c'est légal ?» Suivi de « Fais-moi confiance, mon amour. C'est juste de la veille concurrentielle standard. Toutes les entreprises le font. » Mais d'autres montraient une conscience plus claire. Dans un daté d'il y a 4 mois, Melissa écrivait « Je ne me sens pas à l'aise d'accéder à ces fichiers. Ce n'est pas mon domaine, et quelqu'un pourrait le remarquer. » Richard a répondu « Personne ne vérifie ces journaux, et même s'ils le font, tu as une excuse valable. Recherche pour une présentation commerciale. Encore quelques semaines, et nous aurons tout ce dont nous avons besoin. » Un échange d'il y a 3 mois a particulièrement attiré mon attention. Je l'ai relu plusieurs fois, sentant une colère froide s'installer. « Richard, dès que tu seras débarrassé de ce comptable ennuyeux, on passera à la vitesse supérieure. Le poste de directrice du bureau de Miami est quasiment assuré. Tu dirigeras une équipe de 20 personnes, autonomie complète, tout ce que tu as toujours voulu. Melissa, et son expertise financière, Guillaume s'y connaît en investissement, en structure fiscale, en optimisation de portefeuille. Ça pourrait être utile pour mettre en place nos finances à Miami correctement. Richard, fais-moi confiance, nous n'avons pas besoin de lui.
J'ai mes propres conseillers financiers, bien plus agressifs et créatifs que ton mari ne le sera jamais. Prends juste le maximum que tu peux des comptes communs quand tu partiras et nous nous occuperons du reste. Plus tu obtiendras maintenant, mieux tu seras positionné. Ils avaient prévu non seulement de me quitter, mais de m'utiliser complètement avant de me jeter. Mélissa avait sérieusement envisagé de tirer parti de mes connaissances financières, de mon réseau professionnel, de mes compétences de conseiller, au profit de leur nouveau couple, avant que Richard ne rejette l'idée comme étant inutile. J'étais un outil potentiel à exploiter, rien de plus. J'ai copié tous les fichiers dans un dossier crypté sur mon disque dur, puis sur une sauvegarde dans le cloud, puis sur une deuxième clé USB que j'ai gardée dans un endroit séparé. La redondance était essentielle, avec des informations aussi précieuses. Puis j'ai retiré l'appareil d'origine, je l'ai mis dans la poche intérieure de ma veste, et j'ai conduit directement au bureau de Thomas. Le trafic était infernal sur les Champs-Élysées, les voitures pratiquement à l'arrêt sous le soleil de l'après-midi. Il m'a fallu 45 minutes pour parcourir ce qui en prendrait normalement 15. Pendant tout le trajet, mon esprit traitait les implications de ce que j'avais lu. Quand je suis enfin arrivé, Thomas terminait une visioconférence. Sa secrétaire m'a offert un café pendant que j'attendais et j'ai accepté cette fois, ayant besoin de la caféine pour rester concentré après 2 heures à absorber des informations troublantes. Il m'a fait entrer 10 minutes plus tard. Je me suis assis et j'ai connecté ma clé USB à son ordinateur portable sans préambule. « Tu dois voir ça », ai-je simplement dit. Thomas a passé l'heure et demie suivante à lire pendant que je regardais par la fenêtre le panorama de Paris. Le soleil commençait à se coucher, peignant les immeubles de verre, de teintes oranges et rouges. La ville pulsait en bas, des millions de personnes vivant leur vie, complètement inconscientes des petits drames personnels que nous ressentions comme si immenses. « Ça change tout », dit-il finalement, brisant le silence. Complètement. L'affaire d'espionnage industriel pouvant potentiellement mener à des accusations criminelles fédérales. Si le FBI enquête déjà, il s'est adossé à sa chaise, les doigts croisés sous le menton. Mélissa risque la prison, Guillaume. Pas seulement des problèmes civils ou la perte de son emploi. La vraie prison. Je ne veux pas qu'elle aille en prison. Les mots sont sortis avant que je ne puisse y penser complètement, me surprenant moi-même par leur sincérité. Après tout, après la trahison, les mensonges et la tentative de me voler, je ne voulais toujours pas la voir complètement détruite. Je ne sais pas si c'était un reste d'amour ou simplement une humanité de base, mais c'était sincère. Je veux juste m'en sortir entier, Thomas. M'en sortir indemne et passer à autre chose. Alors nous allons utiliser ça comme un levier maximal, répondit-il pragmatiquement, toujours l'avocat. Elle se retire complètement de toutes ses exigences financières, signe l'accord de divorce exactement selon nos termes sans contestation. Et en échange, nous ne partageons pas ces informations de manière proactive avec le FBI ou Pharmaventura. S'ils viennent à nous, c'est différent, mais nous n'initions pas le contact. Et Richard ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà ma réponse. Est-ce que ce qui lui arrive t'importe encore ? Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ce qui arrive ensuite aux autres femmes qu'il pourrait manipuler m'importe. L'intégrité de l'entreprise et la prévention de dommages supplémentaires m'importent. Richard a besoin de conséquences. Mélissa a besoin d'une chance de se reconstruire après avoir été manipulée. Thomas a haussé un sourcil. Vous êtes plus généreux que je ne le serais à votre place. Ce n'est pas de la générosité, c'est du pragmatisme. La détruire complètement ne m'apporte rien de valable. Mais m'assurer qu'elle ne peut pas me nuire financièrement, c'est essentiel. Ce soir-là, seul à la maison, j'ai reçu une proposition d'accord formelle par email de l'avocat de Mélissa, Carlos Lefort. Le document PDF de 17 pages était incroyablement agressif. Mélissa exigeait 60% de tous les biens matrimoniaux, y compris la maison qui était à mon nom avant le mariage, et une pension mensuelle continue de 2 500 € pour les 10 prochaines années afin de maintenir le niveau de vie auquel elle s'était habituée pendant le mariage. Leur calcul supposait que le compte commun gelé contenait nos seuls actifs importants. Ils n'avaient aucune idée du fonds séparé, des 160 000 € que j'avais protégés des mois plus tôt. Cette ignorance était mon plus grand avantage. J'ai transféré le document à Thomas avec une seule ligne de texte. Il est temps d'utiliser la clé USB. Ils doivent comprendre leur position réelle. Le lendemain, vers 10 heures du matin, Thomas a envoyé une contre-proposition formelle à Carlos Lefort.
En langage juridique précis, le document spécifiait que Mélissa renoncerait à toutes ses prétentions sur les fonds d'investissement, accepterait un versement unique de 10 000 € à titre d'indemnité finale et signerait un accord de confidentialité complet sur le mariage et toutes ses activités chez Pharmaventura. En pièce jointe se trouvait un seul email, sélectionné de la clé USB. Un seul choisi avec soin pour démontrer que nous avions des informations substantielles sans révéler toute l'étendue de nos connaissances. L'email montrait Mélissa transférant des données de recherche confidentielles à Richard avec un commentaire. « J'espère que c'est ce dont tu as besoin. Je me sens bizarre de faire ça. » Le message implicite était clair, nous en avons beaucoup d'autres. La réponse est arrivée en moins de 3 heures, un record absolu pour une communication juridique. Carlos Lefort demandait une réunion en personne urgente pour discuter de termes mutuellement acceptables et éviter une escalade inutile. La réunion a été fixée au bureau de Thomas 2 jours plus tard. Je suis arrivé intentionnellement en avance. J'ai révisé notre stratégie méticuleusement et j'ai attendu dans la grande salle de conférence avec sa table en acajou poli et sa vue panoramique sur la ville. Quand Mélissa est entrée avec Carlos Lefort, elle était visiblement différente de la femme confiante qui avait envahi ma maison des semaines auparavant. Ses vêtements étaient toujours impeccables, un tailleur beige coûteux, mais il y avait des cernes sombres sous ses yeux que le maquillage ne pouvait cacher complètement. Elle ne m'a pas regardé directement, gardant les yeux fixés sur la table ou les fenêtres. Lefort, en revanche, était tout en confiance performative. Un homme dans la cinquantaine avec des cheveux parfaitement argentés, un costume gris à 3 000 €, une cravate en soie italienne, un sourire répété qu'il pratiquait probablement devant le miroir. Le genre d'avocat qui facturait à la minute et s'assurait que tout le monde le sache. « Nous vous remercions de votre disponibilité », commença-t-il d'une voix douce et professionnelle. « Nous pensons pouvoir parvenir à un accord raisonnable qui profite aux 2 parties sans avoir besoin d'un litige prolongé et coûteux. » Thomas a fait glisser des copies imprimées de notre proposition sur la table polie. « Nos termes ne sont pas négociables, » dit-il sans émotion. « C'est notre offre finale. » Lefort a examiné le document, son sourire professionnel s'effaçant progressivement à la lecture. Quand il est arrivé à la fin, il a levé les yeux avec une expression entre l'incrédulité et l'indignation soigneusement calibrée. « C'est absurde », a-t-il déclaré en tapotant légèrement le papier. « Votre client n'offre pratiquement rien. 10 000 € après un mariage de 15 ans. Ma cliente a contribué de manière significative au succès financier de la famille. Elle mérite une compensation adéquate et juste. Mon client offre le silence, » a rétorqué Thomas calmement en ajustant ses lunettes, ce qui, étant donné les circonstances spécifiques et délicates auxquelles vous êtes actuellement confrontés, est extrêmement précieux. Je dirais que c'est l'actif le plus précieux négocié à cette table aujourd'hui. Mélissa m'a enfin regardé, et nos regards se sont croisés pour la première fois depuis son entrée. Il y avait un mélange d'émotions dans ses yeux que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. De la colère, certainement, mais aussi de la peur, et peut-être quelque chose qui ressemblait à du remords. Bien que je puisse projeter cela. « Tu me fais chanter, dit-elle, la voix rauque et basse. « Non, ai-je répondu avec le même calme que je maintenais dans toutes nos interactions maintenant. Je me protège, Mélissa. Je protège mes actifs que tu as tenté de voler, je protège ma réputation contre de fausses accusations, et je t'offre une sortie raisonnable d'une situation qui pourrait devenir bien pire si elle n'est pas traitée de manière appropriée maintenant. » Thomas a ouvert sa mallette en cuir et en a sorti des copies imprimées de plusieurs emails sélectionnés. Il les a posés précisément devant Lefort, qui a commencé à lire avec un malaise croissant, visible dans la tension de ses épaules et la façon dont sa mâchoire s'est serrée. « Ce sont des communications privées, » a-t-il objecté après quelques instants, mais sa voix avait perdu beaucoup de son autorité précédente. « Obtenues illégalement, je suppose. Elles ne seraient donc pas recevables au tribunal. Ce sont des preuves d'espionnage industriel et de complot en vue de commettre une fraude, » a corrigé Thomas doucement, que les procureurs fédéraux trouveraient extrêmement intéressante. Et quant à la recevabilité, eh bien, ce serait à un juge d'en décider. Mais je suis sûr que le FBI aurait ses propres moyens de vérifier indépendamment les informations contenues dans ces emails. Le sang-froid de Mélissa s'est visiblement effondré. Ses mains se sont mises à trembler et elle les a fermement entrelacées sur ses genoux pour cacher le tremblement. « Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix se brisant légèrement.
Richard m'a dit que c'était juste de la veille concurrentielle, de l'analyse standard de l'industrie. Rien d'illégal, rien qui puisse me nuire. Il a dit que toutes les sociétés pharmaceutiques le faisaient. Pourtant, tu as accédé à des bases de données, protégées en dehors des heures de bureau, ai-je dit calmement, en gardant ma voix factuelle et non accusatrice. Tu as transféré des informations marquées comme confidentielles vers des adresses e-mail personnelles non autorisées. Tu as utilisé tes identifiants pour obtenir des données de recherche sans rapport avec tes fonctions commerciales. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai continué. Les journaux systèmes sont tous là, Mélissa. Rodotages, adresse IP, historique d'accès. Tout est documenté. Lefort s'est penché vers Mélissa, lui murmurant de manière urgente à l'oreille. Elle a secoué la tête plusieurs fois, répondant par des murmures tout aussi bas que je n'ai pas pu saisir complètement. La conversation privée s'est prolongée pendant près de 3 minutes inconfortables, pendant lesquelles Thomas et moi avons attendu dans un silence patient. Finalement, Lefort s'est retourné vers nous, son expression soigneusement contrôlée mais clairement résignée. « Nous devons parler en privé avec ma cliente », dit-il formellement. « Examiner les options disponibles avant de poursuivre. » Thomas a acquiescé gracieusement. « Bien sûr, prenez tout le temps nécessaire. » Il a fait une pause significative, puis a ajouté presque nonchalamment. « Le FBI prendra certainement son temps aussi le moment venu. Ces enquêtes fédérales peuvent parfois traîner pendant des années. L'implication était claire. Plus ils attendaient, plus ils devenaient vulnérables. Ils ont quitté la salle de conférence et j'ai entendu leur voix étouffée depuis le couloir. Mélissa clairement agitée, Lefort essayant de la calmer avec des tons professionnels et contrôlés. Thomas m'a fait un signe d'approbation silencieux. « Tu tiens bien le coup », a-t-il commenté à voix basse. « Je sais que ce n'est pas facile de voir ton mariage se terminer ainsi. Ce n'est pas comme ça que je m'attendais à ce que ça se termine. » Ai-je admis, surpris par l'honnêteté de l'émotion que je ressentais. Nous avions prévu une vie ensemble. Des enfants, la retraite, vieillir ensemble dans une maison à la montagne. Elle était dans tous ses plans. Maintenant, ce n'est que de la négociation froide et des menaces légales. 20 minutes se sont écoulées, puis 30. Thomas a consulté ses emails sur sa tablette pendant que je regardais la ville par la fenêtre, voyant des hélicoptères passer entre les gratte-ciel, le trafic incessant se déplaçant comme des globules sanguins à travers les artères de béton de la ville. Finalement, ils sont revenus. Lefort semblait nettement moins confiant et Mélissa était visiblement secouée, les yeux rougis suggérant qu'elle avait pleuré. Elle s'est assise sans me regarder à nouveau, les mains toujours fermement jointes sur ses genoux. « Ma cliente est prête à accepter vos conditions », a dit Lefort formellement, chaque mot semblant lui causer une douleur physique, avec une modification essentielle. Elle veut une garantie écrite, juridiquement contraignante, que vous ne transmettrez pas ces emails à PharmaVentura, à aucune agence d'application de la loi fédérale ou étatique, ou à toute autre partie. Confidentialité totale sur le contenu de ces communications. Thomas m'a regardé, me laissant la décision finale comme nous l'avions convenu. C'était le moment crucial, où je décidais de l'ampleur de la destruction que j'étais prêt à causer. J'ai considéré Mélissa assise là, la femme avec qui j'avais un jour construit toute une vie. Nous avions célébré des anniversaires, surmonté des défis professionnels. Nous étions réconfortés mutuellement lors de la nouvelle dévastatrice de l'infertilité. Il y avait eu un amour réel un jour, avant que les fissures ne deviennent des gouffres infranchissables. Quoi qu'elle ait fait, peu importe à quel point elle m'avait trahi et tenté de me voler, l'envoyer en prison ne changerait rien à tout ça. Ça ne ramènerait pas les années perdues, ni ne guérirait les blessures. Ce ne serait que plus de destruction empilée sur de la destruction. D'accord, ai-je finalement dit, à condition que l'accord de divorce soit signé aujourd'hui, traité sans autre contestation ni recours, et que toutes les réclamations sur les biens matrimoniaux soient définitivement abandonnées. Aucun contact futur au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour finaliser les formalités légales. Lefort a hoché la tête, clairement soulagé que nous ne demandions pas plus. Nous devrons revoir la formulation juridique finale, nous assurer que toutes les clauses sont correctement rédigées et contraignantes. C'est déjà prêt, a dit Thomas doucement, sortant un document épais de sa mallette. Mes collaborateurs y ont travaillé hier soir. Nous n'avons besoin que de signatures et de témoins. 2 heures se sont écoulées pendant que nous passions en revue chaque clause, chaque paragraphe, chaque mot soigneusement choisi. Lefort a tenté de négocier de petites modifications à plusieurs reprises, mais Thomas est resté ferme
sur chaque point. Le document était juste, insistait-il, mais il protégeait entièrement mon client de futures réclamations ou problèmes. Quand tout a été finalement réglé, les signatures apposées, les témoins de la réception appelés pour valider, Mélissa a formellement renoncé à toutes ses prétentions sur nos actifs, en échange de 10 000 €, payables en une seule fois dans les 30 jours, et de mon silence garanti sur les emails. La maison serait vendue dans les 6 mois, tous les bénéfices nets allant au fonds d'investissement à mon nom exclusif. Pas de pension alimentaire, pas de soutien continu, plus de contact. Le divorce serait traité sans faute, une rupture mutuelle d'un mariage irrémédiablement brisé, sans attribution publique de responsabilité de part et d'autre. Alors qu'elle se levait pour partir, Mélissa s'est arrêtée à la porte, se retournant pour me regarder une dernière fois. « Est-ce que quelque chose de tout ça a été réel pour toi ?» La question est sortie si bas que je l'ai à peine entendue, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait pas montrée depuis des années. La question m'a pris complètement par surprise, désarmant les défenses prudentes que j'avais construites ces dernières semaines. Un instant, nous étions de retour dans cette chambre d'hôtel à Lyon, parlant pendant des heures de rêves et d'ambitions, riant de blagues complices, planifiant notre avenir avec toute l'espérance naïve de jeunes amoureux. Tout a été réel pour moi, ai-je répondu avec une sincérité totale, sentant le poids de chaque mot, chaque promesse, chaque projet, chaque instant que nous avons passé à construire notre vie. J'ai fait une pause, croisant son regard. C'était la différence entre nous, Mélissa. Pour moi, tout était réel. Ça l'a toujours été. Elle a hoché la tête lentement, des larmes s'échappant enfin et coulant sur son maquillage soigné. Puis elle est partie rapidement, suivie par le fort qui a murmuré, des adieux formels avant de fermer doucement la porte. Le silence qui a suivi semblait assourdissant. « Félicitations », a dit Thomas finalement en me tendant la main. « Vous serez officiellement divorcés dans les 90 jours ouvrables, une fois que les documents seront traités par le tribunal. Un nouveau départ, Guillaume. » J'ai hoché la tête, ressentant un vide étrange malgré la victoire nette. J'avais protégé mes actifs, assuré mon avenir financier. Je m'étais sorti de la situation avec toutes mes ressources intactes. Selon tous les critères objectifs, j'avais complètement gagné. Alors pourquoi cela semblait-il si creux? Et Richard? Ai-je demandé après un moment. Il est toujours là, chez Pharmaventura. Il continuera à faire ça à d'autres femmes vulnérables. Notre accord ne protège que Mélissa et moi. Il ne fait rien contre lui. Thomas a réfléchi attentivement avant de répondre, enlevant ses lunettes et les nettoyant méthodiquement. Techniquement, notre accord vous empêche seulement de faire des dénonciations directes et identifiables concernant les emails de Mélissa. Il a fait une pause significative. Il ne couvre pas les dénonciations anonymes sur la conduite générale de l'entreprise qui ne la mentionne pas spécifiquement. Je comprends, ai-je dit lentement en mesurant les implications. Ce soir-là, seul dans ma maison silencieuse, j'ai créé une nouvelle adresse email en utilisant un service anonyme basé à l'étranger. J'ai passé 3 heures à sélectionner méticuleusement des documents spécifiques de la clé USB, uniquement ceux qui montraient clairement et exclusivement les actions de Richard, ses manipulations, ses combines pour vendre des informations exclusives, son schéma de comportement prédateur, rien qui ne mentionne directement Mélissa ou qui puisse être retracé jusqu'à elle. J'ai rédigé un message prudent, expliquant le schéma de conduite contraire à l'éthique, en joignant des pièces justificatives, et je l'ai envoyé simultanément au PDG de Pharmaventura, à 3 membres sélectionnés du conseil d'administration, dont 2 qui n'avaient aucun lien avec la famille Lefebvre, et au chef du service de conformité de l'entreprise. Après avoir vérifié 3 fois que rien ne pouvait être retracé jusqu'à moi ou à Mélissa, j'ai supprimé définitivement le compte email, effacé l'historique de navigation, et j'ai même reformaté la clé USB originale que Jessica m'avait donnée. 3 jours plus tard, en parcourant nonchalamment les actualités pendant le petit déjeuner, un petit article dans la section économique d'un grand portail a attiré mon attention. Un dirigeant pharmaceutique démissionne au milieu d'une enquête interne sur la conformité. Richard Lefebvre avait quitté Pharmaventura avec effet immédiat. L'entreprise citait des divergences irréconciliables sur la direction stratégique et le respect des protocoles d'entreprise. Aucune raison spécifique n'a été officiellement divulguée, mais des sources internes mentionnaient un audit complet des pratiques de sécurité des données. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Seulement 5 mots. « Je sais que c'est toi, Mélissa. »
Elle avait fait le lien, réalisé que seul moi avais accès à ces informations spécifiques. Je n'ai pas répondu. Certaines équations s'équilibrent d'elles-mêmes, et celle-ci n'avait pas besoin de ma confirmation. 6 semaines plus tard, j'étais dans le bureau de Thomas pour signer les derniers papiers du divorce. Le document officiel, tamponné par le tribunal, déclarait formellement la fin de notre mariage de 15 ans. Mélissa Dubois reprendrait son nom de jeune fille. Guillaume Dubois continuerait sa vie d'homme célibataire. Thomas m'a remis une copie du nouveau contrat de travail de Mélissa, obtenu grâce à son vaste réseau de contacts professionnels. Elle avait accepté un poste dans une petite société de distribution pharmaceutique régionale à Limoges, à des centaines de kilomètres de Paris. Un poste de vente débutant, recommençant pratiquement sa carrière à zéro, ce qui représentait une baisse de salaire brutale de près de 60% par rapport à ce qu'elle gagnait chez Pharmaventura. Elle a dû vendre sa voiture importée pour payer la caution et les premiers mois de loyer à Limoges, a commenté Thomas d'un ton neutre. La Mercedes décapotable qu'elle adorait. Les 10 000 € que vous avez payés dans l'accord ne dureront pas longtemps avec le train de vie qu'elle menait. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, comme j'aurais peut-être dû. Juste cette reconnaissance monotone de la réalité financière, des actions, engendrant inévitablement des conséquences proportionnelles. Elle avait fait des choix, et maintenant elle vivait avec les résultats de ces choix. Mathématiques simples. Et Richard, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi préfère ne pas savoir. Il serait à Miami, comme il l'avait toujours prévu, mais au chômage et sous enquête fédérale active maintenant. Thomas a feuilleté quelques papiers. Mes contacts disent que le FBI a élargi l'enquête après que la dénonciation anonyme ait fourni une direction spécifique. Il pourrait faire face à des accusations formelles dans les prochains mois. Cet après-midi-là, alors que je digérais encore la clôture formelle de tout un chapitre de ma vie, j'ai reçu une lettre recommandée inattendue de Pharmaventura. Enveloppe épaisse, papier à en-tête officiel, mon nom et mon adresse écrits en caractères formels. À l'intérieur, une offre d'emploi surprenante. L'enquête interne avait révélé ma dénonciation anonyme, grâce à une analyse informatique forensique. Mais au lieu de prendre des mesures légales contre moi, pour avoir accédé à des informations confidentielles de l'entreprise, ils m'offraient un poste de consultant senior dans leur service de conformité financière nouvellement élargi. Nous pensons que votre expertise en analyse financière, combinée à vos normes éthiques démontrées et à votre engagement envers la transparence de l'entreprise, serait un atout précieux pour notre organisation pendant cette période critique de restructuration et de mise en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité, disait la lettre formelle. Jessica Morin avait signé personnellement en tant que directrice des ressources humaines, ajoutant une note manuscrite à l'encre bleue dans la marge. La justice prend des formes inattendues. Envisageriez-vous de nous rejoindre pour garantir que cela ne se reproduise plus jamais? J'ai étudié attentivement la proposition ce soir-là. Le salaire était excellent, nettement supérieur à mon poste actuel chez Veltri. Les responsabilités étaient stimulantes et significatives, vraiment importantes au lieu de simplement faire fructifier le patrimoine de clients fortunés. Et il y avait quelque chose d'attrayant à transformer toute cette expérience douloureuse en quelque chose de constructif. J'ai accepté l'offre le lendemain, commençant un mois plus tard pour permettre une transition adéquate chez Veltri. 2 mois après la finalisation du divorce, déjà installé dans mon nouveau poste chez Pharmaventura, j'ai reçu un email inattendu de Vanessa. L'objet disait simplement « Je pensais que tu devrais savoir. Guillaume, Mélissa et Richard se sont définitivement séparés. Il n'a jamais tenu aucune de ses promesses. Pas de poste à Miami, pas de promotion, pas d'avenir ensemble. Il l'a essentiellement abandonnée dès qu'elle n'était plus utile pour lui et que les enquêtes ont commencé. Elle traverse des difficultés importantes à Limoges. Elle vit dans un petit appartement, travaille de longues heures pour un salaire modeste, reconstruisant sa vie à partir de zéro. Elle est trop fière pour admettre qu'elle avait tort ou pour demander de l'aide à qui que ce soit. Elle a posé des questions sur toi nonchalamment lors d'une conversation récente. Si tu allais bien, si tu avais tourné la page, si tu voyais quelqu'un de nouveau. Pas comme si elle voulait revenir, mais comme si elle reconnaissait enfin ce qu'elle avait perdu. Je lui ai dit que je ne discuterais pas de ta vie avec elle, que tu méritais la paix et la tranquillité après tout ça. Je voulais juste que tu saches comment les choses se sont terminées pour elle et pour lui. Prends soin de toi, Guillaume. Tu as toujours été trop bien pour elle. Quelquefois, j'ai fermé l'email sans répondre immédiatement.
Je me suis assis sur le balcon de ma nouvelle maison, plus petite que la précédente, mais exclusivement mienne dans un quartier calme, et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. La justice, ai-je réalisé, ne résidait pas dans la chute de Mélissa ou dans ma sécurité financière préservée. Elle résidait dans la restauration silencieuse de la vérité, les chiffres s'équilibrant enfin comme ils auraient dû le faire depuis le début, les conséquences s'alignant correctement avec les actions qui les avaient causées. La vengeance n'a jamais été de lui prendre quelque chose ou de détruire délibérément sa vie. C'était de reconnaître enfin ma propre valeur, de comprendre que je méritais mieux que des mensonges et de la trahison, que ma stabilité, ma loyauté, mon intégrité constante avaient une valeur réelle, même si elle ne pouvait pas le voir. Un an complet après cet appel nocturne de Mélissa depuis Miami, je me trouvais dans le hall d'entrée de ma nouvelle maison, dans un quartier arboré de Paris. La propriété était plus petite que notre ancien duplex, mais parfaitement adaptée à mes besoins. Moderne et efficace, avec un petit balcon à l'arrière qui offrait une vue sur la ville illuminée la nuit. Le travail de consultant avec PharmaVentura avait évolué au-delà des attentes initiales pour devenir un poste de direction à plein temps, à la tête de toute la division de la conformité financière et de l'éthique d'entreprise. J'ai constitué une équipe dévouée de 8 professionnels, tous engagés envers la transparence, une supervision rigoureuse et la prévention des types d'abus que Richard avait perpétrés. Le travail avait une importance que le déplacement d'argent de clients fortunés entre des fonds n'avait jamais eu. Je protégeais des gens. Je protégeais l'intégrité institutionnelle. Je construisais des systèmes qui prévenaient la manipulation et l'exploitation. Mon téléphone a vibré avec un message de Catherine, une avocate d'affaires que j'avais rencontrée par le biais du service juridique de PharmaVentura 3 mois plus tôt. Notre 4e rendez-vous était prévu pour ce soir-là. Dîner dans un restaurant italien tranquille à Pineiros, où nous pourrions poursuivre nos conversations fascinantes sur la réglementation pharmaceutique, les sentiers de randonnée écologique et les mérites comparatifs de différentes stratégies d'investissement à long terme. Des sujets qui auraient ennuyé Mélissa à mourir, mais que Catherine trouvait aussi intéressants que moi. Elle partageait mon appréciation pour l'analyse minutieuse, la planification méthodique et la satisfaction tranquille de faire les choses correctement même quand personne ne regarde. Je n'avais pas eu de nouvelles directes de Mélissa depuis des mois. Par le réseau informel de connaissances mutuelles, j'ai appris qu'elle avait complètement quitté l'industrie pharmaceutique après une année difficile à Limoges. Elle avait accepté un poste d'enseignante dans un petit IUT de province, enseignant des techniques de vente de base et la communication d'entreprise à des étudiants en gestion. Une vie radicalement plus simple que ce qu'elle avait prévu ou imaginé, mais peut-être, je l'espérais, plus honnête, plus authentique, libre des ambitions dévorantes qui l'avaient poussée à sacrifier tout ce qui comptait vraiment. Alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir du hall, j'ai réalisé que le sentiment persistant de vide que je portais depuis des mois avait enfin complètement disparu, remplacé par quelque chose de plus léger. Pas un bonheur exubérant, mais un contentement stable. La paix. La trahison ne me définissait plus. Elle ne contrôlait plus mes pensées ou mes émotions. Elle était simplement devenue une partie de mon histoire. Un chapitre douloureux mais terminé qui, paradoxalement, avait mené à quelque chose d'inattendu et de meilleur. J'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Le fonds d'investissement que Mélissa avait tenté de vider désespérément cette nuit de mars finançait maintenant des bourses d'études pour des étudiants en éthique, des affaires et en comptabilité. 3 bourses complètes par an pour de jeunes prometteurs qui démontraient non seulement une compétence technique, mais aussi un caractère solide. Une petite façon de transformer ce qui avait été fait pour blesser en quelque chose de constructif et de durable. La douleur convertie en opportunité pour les autres. La trahison transformée en éducation. La fin la plus satisfaisante possible. La ville s'étendait devant moi alors que je conduisais à travers les rues familières. Paris pulsait avec son énergie chaotique caractéristique, des millions de vies entrelacées dans des schémas complexes et imprévisibles. Mais au milieu de toute cette complexité, il y avait des constantes, des vérités fondamentales. Les chiffres ne mentaient pas. Les actions avaient des conséquences proportionnelles. L'intégrité comptait à long terme même quand elle semblait coûteuse à court terme. Les gens qui s'en tenaient à leurs principes, même dans des circonstances difficiles, finissaient par trouver leur chemin vers quelque chose de meilleur. J'avais eu raison sur les chiffres depuis le début,
Cela n'avait jamais fait de doute, mais plus importante encore, j'avais enfin résolu l'équation humaine aussi. J'avais compris que ma valeur n'était pas déterminée par la capacité de quelqu'un d'autre à la reconnaître, que le mérite n'était ni négociable ni conditionnel. L'avenir s'ouvrait devant moi, incertain dans ses détails mais fondamentalement solide, construit sur des bases honnêtes cette fois, sans mensonges, sans trahison cachée, sans équations déséquilibrées attendant de s'effondrer. Juste des possibilités et la confiance tranquille de quelqu'un qui avait survécu à la tempête et en était sorti plus fort, plus sage, enfin entier.